Bonjour à tous, merci Dominique et merci Thierry également. Donc, je vais vous présenter la façon dont Atmos Sud réalise l'inventaire des missions sur le territoire de la région Sud et la façon dont nous travaillons déjà avec la DGAC, puisque nous avons initié avec eux la convention dont Thierry vient de vous parler, et ce qu'on prévoit de faire également dans les années qui viennent. Donc d'abord, comment la donnée est produite, ensuite, où est-elle accessible, vous pouvez la trouver. Et on fera également des diagnostics territoriaux plus fins pour vous présenter des résultats sur les principaux aéroports de la région qui sont réalisés à partir des données de la DGAC que l'on produit au niveau du territoire de la région sud. Alors tout d'abord, bien pour clarifier les choses de ce qu'il y a dans l'inventaire et l'endroit où c'est comptabilisé. Donc bien pour préciser, aujourd'hui, ce qu'il y a dans le secteur aérien, dans l'inventaire régional, c'est ce dont vous a parlé Monsieur Thierry Delors, c'est vraiment toutes les émissions liées aux aéronefs. Donc la phase LTO, les APU et pour les GES, les demi-croisières. Tout ce qui est secteur routier induit par l'activité de l'aéroport sont dans le secteur routier. Et tout ce qui est stockage de carburant, centrale énergétique qui serait spécifique à l'aéroport, sont aujourd'hui dans le secteur tertiaire et pas directement sur le secteur aérien. Un point également, il y a toute une partie de l'activité des plateformes aéroportuaires qui, pour l'instant, ne sont pas dans les inventaires territoriaux. C'est toute la partie essai moteur, atelier de maintenance et surtout tous les engins de piste pour amener les bagages, enfin, tous les engins de piste qui sont présents sur la plateforme aéroportuaire. Aujourd'hui, cette partie de l'inventaire n'est pas comptabilisée. Dans le cadre des partenariats avec l'aéroport de Nice notamment, l'année prochaine, il y a un projet qui est en cours de définition pour arriver à comptabiliser, à ajouter du coup toute cette partie de l'activité aéroportuaire. Donc à partir de là, donc je vais vous détailler vraiment les émissions du secteur aérien sur le territoire de la région et la façon du coup dont on réalise le calcul au sein de la région sud. Alors tout d'abord, ça répondra d'ailleurs à l'une des questions qui a été posée. On s'appuie aujourd'hui entièrement sur les résultats de l'outil Tarmac. Donc c'est un choix qu'a fait Atmos Sud il y a 2 ans maintenant. Ça permet de récupérer des données qui sont calculées pour chaque type d'avion, chaque type de moteur, comme ça a été précisé. Donc on va avoir les mouvements, les temps de taxi également. Et donc, ça nous permet d'avoir tous les polluants qui sont dépendants directement des avions et des types de moteurs, on va récupérer ces données-là. Donc, pour le CO2, les oxydes d'azote, les COV, le CO. Euh, tous ces polluants-là sont extraits directement de l'outil Tarmac pour chacun des aéroports. Dans un second temps, Atmosud utilise le guide national PCIT2, donc, qui a été défini par les ASCA avec le LCSQA, donc le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, pour calculer tous les polluants induits, c'est-à-dire que les polluants qui peuvent être calculés directement par rapport à la conso, par rapport aux émissions de COV, tous ces polluants-là sont rajoutés dans un second temps dans le calcul pour compléter l'inventaire, puisque l'inventaire des émissions aujourd'hui intègre plus d'une centaine de polluants qui sont derrière intégrés dans les modèles de dispersion pour arriver à caractériser correctement la qualité de l'air. Pourquoi on a mis en place cette méthode? Pour répondre déjà à deux besoins. La première, c'est d'arriver à être en cohérence avec tous les travaux qui sont faits au niveau national avec la DGAC et pour pouvoir intégrer les demi-croisières sur les gaz à effet de serre, puisque initialement, les associations de surveillance de la terre étaient vraiment centrées sur les émissions de la phase LTO, donc atterrissage et décollage, puisqu'on se concentrait vraiment sur les polluants ayant un impact local, un impact sanitaire, et on n'avait pas les outils pour faire les demi-croisières en termes de gaz à effet de serre dont M. Delors vous a déjà parlé. Ensuite, en termes de détails, aujourd'hui, ce qu'on a dans nos bases de données, donc extrait induit par les données de Tarmac, on va avoir un détail par catégorie d'avion. Donc là, vous avez l'exemple sur Nice en oxyde d'azote. Donc on voit les contributions des courts courriers, des moyens courriers qui sont, pardon, des moyens courriers et des longs courriers qui sont les principaux. Donc ça permet de connaître l'origine et on le verra par ailleurs, hein. Chaque aéroport ensuite va avoir ses spécificités euh, en fonction de son activité et en termes d'émissions, chaque polluant a également des contributions particulières.
Un deuxième point, on va avoir également le détail par catégorie de vol. Donc là, on verra, c'est également quelque chose d'important dans la façon dont on va rapporter les émissions. Donc on va avoir les émissions domestiques, commerciales ou non commerciales, et internationales également qui peuvent être détaillées. Et dans un troisième point, également dans les catégorisations d'émissions, on va avoir également les émissions par phase et ça, c'est un point qui est très important. Je vais m'attarder un tout petit peu dessus. Donc, le fait d'avoir les émissions par phase, c'est très important au sein des ASCA, puisque ça nous permet derrière de mettre les émissions des polluants aux bons endroits. Les APU, les phases de roulage, donc là, vous voyez, hein, c'est les barres rouges et violettes. Toutes ces émissions-là vont être au sol. Et quand on va faire la dispersion des polluants, c'est important de bien les mettre au sol. Les phases d'approche et de décollage, on va du coup les mettre derrière en altitude puisqu'elles se font pas directement sur l'aéroport. Mais voilà. Donc on tient compte de tous ces paramètres-là. Donc on voit après chaque aéroport va avoir des contributions différentes sur ces différentes phases. Euh, on va également avoir les demi-croisières pour les gaz à effet de serre. Donc là, on l'a pas pour les NOx, mais on le verra par ailleurs. Ensuite, je vous présenterai les gaz à effet de serre de façon détaillée à la fin de cette présentation. Une petite présentation des deux principaux aéroports de la région sud, Nice, Côte d'Azur et Marseille. Donc on voit bien l'impact du Covid en 2020, le petit rebond en 2021. Donc on n'est pas encore revenu à la normale par rapport à 2018-2019, enfin, en tout cas la situation pré-Covid. Donc on voit également que sur ces deux aéroports, ce sont assez logiquement les moyens et les longs courriers qui sont les principaux émetteurs d'oxyde d'azote. Donc là, on est vraiment sur les émissions de la phase LTO, hein, puisqu'on veut voir la contribution de ce secteur aérien sur les territoires. Après. Ensuite, je vais vous faire du coup un focus sur les 4-5 principaux aéroports de la région pour vous présenter les principales données, ce qu'on peut en tirer et, euh, et et alimenter en fait les éléments. J'ai fait un focus sur les oxydes d'azote. Pourquoi? Parce que c'est le polluant sur lequel le secteur aérien est le principal contributeur sur la grande majorité des territoires. Euh, et donc, je les ai pris ensuite par ordre de taille. Donc, on va voir. Donc là, vous avez le bilan des émissions 2021 qui va paraître très bientôt sur notre site, avec la contribution en fonction du périmètre géographique que l'on prend. Donc si on regarde les Alpes-Maritimes, on va être à 4%, 4,4%, 9,7% à l'échelle de la métropole Nice-Côte d'Azur et à 16% sur la ville de Nice. Juste en dessous, vous avez les chiffres 2019, qui est l'année pré-Covid, pour bien présenter les choses en toute transparence. Et donc, ce qui est important de bien noter, c'est qu'on a fait en choix méthodologique d'affecter les émissions de l'aéroport à la commune qui abrite cet aéroport. Et du coup, toutes les émissions qui sont faites entre 0 et 3000 pieds sont affectées à l'aéroport et donc à la commune. Ce choix, on a fait le même choix sur la ville de Marseille, pardon, sur le secteur maritime puisque ça permet du coup de bien présenter toutes les émissions. Si on répartissait différemment les émissions, il y a toute une partie des émissions qui serait au-dessus de la mer et qui serait difficile derrière à comptabiliser, d'où ce choix. Comme tous nos aéroports sont en proximité d'étangs ou de mer, ça nous permet de comptabiliser correctement l'ensemble des deux. Un petit diagramme de synthèse des éléments du coup sur les émissions de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. On est donc on a les types de mouvements hein, à gauche par type d'aéronef, à droite les émissions associées également en oxyde d'azote par type d'aéronef. Et en dessous, vous avez les émissions de particules fines, PM2,5 en masse. Donc, ce qu'on tire de ces deux graphes principaux, hein, c'est donc en oxyde d'azote l'importance vraiment des moyens et des longs courriers. Et sur toutes les émissions de particules fines en masse, on va avoir la phase d'usure liée au freinage et à l'arrivée des avions sur la piste, qui vont être les principaux émetteurs à ce niveau-là sur la phase LT. Pour l'aéroport de Marseille, même focus. Donc là, quand on regarde les contributions à l'échelle des territoires, donc sur les Bouches-du-Rhône, sur la métropole Marseille-Provence, on est à 0,6% de contribution. Sur Marignane, qui est une
plus petite commune abritant un aéroport important, on va avoir une contribution du coup très importante d'oxyde d'azote. Mais il faut bien avoir en tête que toutes les émissions ne sont pas physiquement sur le territoire de Marignane, mais sur toute la phase d'approche et de décollage de cet aéroport. Même graphique. Donc là, j'ai mis les mêmes échelles hein, que sur l'aéroport de Nice. Donc on a un peu moins de vols, on a un peu moins d'émissions également, du fait du rang de chacun des aéroports en termes d'activité. On a également plus d'avions turbopropulseurs que sur le territoire et moins de long courrier. Sur les émissions, par contre, le message reste le même avec ses contributions principales de long et moyen courrier en oxyde d'azote et sur les phases d'usure. Je vous présente ensuite un petit focus spécifique sur les aéroports de Cannes, Hyères et Avignon. Donc de la même façon, on est sur des contributions allant de 4 à 8% selon les aéroports et leur importance. Et vous allez voir que sur ces aéroports-là, du coup, les mouvements vont être assez différents que sur les deux autres. Donc les échelles sont maintenant les mêmes sur les trois aéroports, mais sont pas les mêmes hein, que sur les aéroports de Marseille. Donc là, on va avoir beaucoup moins de longs courriers, quasiment pas de longs courriers, quelques moyens courriers et beaucoup d'avions à piston, beaucoup d'hélicoptères sur l'aéroport de Cannes et Mandelieu. On en avait également pas mal sur Nice, du fait de la liaison entre Nice et Monaco, euh, principalement. Et donc, on a voilà, du coup ces contributions et on voit l'importance quand même qui reste présente sur l'aéroport de Cannes des moyens courriers sur le secteur en termes d'émissions d'oxyde d'azote. Sur l'aéroport de Toulon hier, donc là la situation est un peu différente. On a plus de moyens courriers que sur Cannes et très peu d'activités autres. Donc c'est ça vraiment qui va driver les émissions d'oxyde d'azote, qui sont plus importantes d'ailleurs sur tout l'aéroport de hier que sur l'aéroport de Cannes. Et le dernier sur Avignon en Provence, où là c'est vraiment les avions à piston qui font la majorité des mouvements. Mais du coup sur lesquels on va avoir des émissions beaucoup plus faibles, hein, forcément, du fait de la taille, des caractéristiques des avions, on va avoir plus d'émissions associées à des moyens. Voilà, donc pour conclure sur ces éléments-là, sur les polluants du coup à impact sanitaire, sur toute cette phase LTO, donc l'importance des émissions des moyens et long courriers, qui sont les principaux contributeurs en termes d'émissions de polluants. On a une baisse importante liée au Covid, avec une remontée qui se fait progressivement sur les gros aéroports. On voit que la dynamique n'est pas forcément la même sur tous les terrains. Et sur les phases d'usure, on va avoir des émissions de particules en masse, principalement sur cette phase-là. On parlera ma collègue vous parlera ensuite des PUF, donc des particules ultra fines, et donc elle vous détaillera ça plus en détail, mais aujourd'hui les PUF ne sont pas dans les inventaires, et c'est une des pistes également d'amélioration. Une autre piste Benjamin, il te d'amélioration, reste ça 5 va. minutes. Oui, Je te le dis, voilà, comme ça. ça marche. Mais je- j'y suis presque. Je serai dans les temps. Juste pour finir sur les APU également, pour vous dire qu'on se rapproche également des aéroports. On va se rapprocher des aéroports pour améliorer du coup le calcul avec la DGAC sur cet aspect-là, qui aujourd'hui est un forfait, et pour bien tenir compte de toutes les actions qui sont mises en place par les aéroports pour réduire les émissions sur cette partie du secteur aérien, du fait de la mise en place des branchements 400S. Pour finaliser la présentation, je vais faire un focus sur tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, et donc sur la façon dont on comptabilise les émissions et les choix qui ont été faits dans les modes de rapportage. Donc, comme je vous ai dit, on reprend les émissions de la DGAC et après on va faire une distinction entre ce qui est vol domestique et international. Donc, dans notre outil de diffusion, aujourd'hui, on va avoir le bilan territorial pour les polluants à impact sanitaire, donc tout ce qui est sur la phase LTO, inférieur à 3000 mètres, est comptabilisé. Pour tout ce qui est en format gaz à effet de serre, on va avoir sur les formats PCAET et Scope 2, le choix est de comptabiliser sur l'aéroport et sur la commune les vols domestiques et de mettre en source additionnelle les émissions internationales. Et je vais revenir là-dessus euh, juste, juste après. Euh,
donc là, le focus qu'on a fait, c'est de le faire à la région, hein, puisque, comme on l'a dit précédemment, les gaz à effet de serre n'ont pas un impact local, ils ont vraiment un impact mondial. Donc, on va regarder la contribution sur la totalité de la région. On voit que la demi-croisière est le principal secteur émetteur de cette activité-là sur la région du Sud, qu'on a une augmentation progressive des émissions jusqu'en 2019 avec ce pic Covid, enfin, ce creux Covid en 2020 et une remontée légère en 2021. Le choix qui est fait au sein d'Atmos Sud est d'intégrer du coup au bilan tous les vols domestiques. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour une raison assez simple, c'est pour être cohérent avec l'inventaire national qui est fait par l'État français, qui est responsable des émissions en vol domestique et tous les vols internationaux sont comptabilisés par l'OACI. En revanche, toutes les données étant disponibles, elles sont présentées dans nos outils et peuvent être extraites et intégrées dans les bilans en fonction des analyses qui sont souhaitées. Donc, on voit que les tendances également sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que sur les vols domestiques, on a une légère baisse des émissions depuis 2012, alors que sur les vols internationaux, on a une augmentation assez importante qui s'est faite entre 2007 et 2019. En termes de catégorie d'avion, hein, de façon assez logique. C'est le même graphe, mais par type d'avion. Euh, on voit que c'est forcément les moyens courriers et les longs courriers qui sont les plus émetteurs, puisque c'est eux qui parcourent les croisières les plus importantes et qui ont les consommations les plus importantes. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je vais juste vous présenter très rapidement l'outil Sigal qui est en ligne sur lequel vous pouvez télécharger du coup, et visualiser les données. Et je vais vous représenter du coup les différents modes d'approche d'extraction qui sont possibles. Donc vous Si pouvez tu veux bien, visualiser les Benjamin, données parce que j'ai une par bilan question. territorial. Benjamin, Oui, tu m'entends? oui, Oui. J'ai une question qui concerne la oui, je t'entends. définition de scope 1, scope 2. Donc, si tu veux bien en profiter pour rappeler ces notions-là dans ta présentation, s'il te plaît. Bien sûr, le scope 1, c'est ce qu'on appelle un bilan territorial. Donc c'est vraiment ce qui va sortir du pot d'échappement sur le territoire. Et donc, c'est une émission qui est présente sur le territoire. Le scope 2, c'est une émission, ça va comptabiliser des émissions dites indirectes. Le choix qu'on a fait, c'est de mettre en scope 2 les émissions internationales euh, et de les mettre en source additionnelle. Euh, le scope 2, c'est souvent utilisé également pour les consommations d'énergie, c'est-à-dire que quand vous consommez de l'électricité, vous émettez pas de CO2 localement. Par contre, il a fallu émettre du CO2 ailleurs pour produire cette électricité. C'est ça le scope 2, c'est quand on associe une émission à euh, une émission indirecte. Euh, Et donc, du coup, dans l'approche en scope 2, on va afficher en source additionnelle tout ce qui est toutes les émissions liées aux vols internationaux. Donc là, à la fois la demi-croisière, la demi-navigation, et les émissions en phase LTO pour les gaz à effet de serre. Donc quand vous cochez ici, vous affichez ou non les sources additionnelles. Et vous pouvez du coup extraire les données directement, soit au niveau du graphique, soit il y a également une interface d'extraction directement au niveau de la donnée. Pour les polluants atmosphériques, c'est la même chose. Vous pouvez visualiser les données directement. Euh, donc là, on a les émissions de NOx, donc LTO domestique et LTO international, qui sont disponibles sur un territoire. Et vous pouvez maintenant zoomer jusqu'à la commune si vous le souhaitez. Euh, Benjamin, s'il te plaît, il y avait donc Oui, une question d'Éric Chrétien qui j'en ai était la terminé. suivante. Pourquoi les écarts assez significatifs entre les bilans issus des rapports des GAC, des émissions gazeuses et les inventaires SIGAL atmosphérique? Alors, comme tu es sur SIGAL, est-ce que tu peux, je pense que tu as un peu répondu déjà, tu peux Voilà. préciser pour tout le monde voilà, la différence d'approche qui peut donc conduire à des Donc, présentations différentes. si l'écart portait sur les gaz à effet de serre, normalement le total est le même. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la ville de Nice, vous aurez les émissions de gaz à effet de serre de l'aéroport de Nice qui sont dans le fichier de la DGAC, parce que j'ai repris exactement leurs données. Pour avoir la donnée
entre guillemets complète, il faut intégrer ces émissions additionnelles. Et elles sont du coup présentes et visibles à ce niveau. Mais on utilise Merci. exactement les données de la DGAC à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place ce partenariat avec la DGAC, qu'on est allé vers ces échanges de données. C'était pour arriver à bien répondre à ce besoin de comptabiliser les demi-croisières que l'on n'avait pas il y a 4 ans. Tu as terminé pour la présentation? J'en ai terminé. Ouais, alors merci d'abord beaucoup, hein, Benjamin, pour ce travail de préparation et cette présentation. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que tout ça est en ligne, hein, évidemment, sur le site d'Atmosud. Alors, on a beaucoup de questions, alors un peu techniques, qui sont à cheval, à mon avis, sur la DGAC, ce qu'a proposé, ce que nous avons proposé là. Pourquoi y a-t-il une augmentation des gaz à effet de serre au niveau du trafic international et pas au niveau domestique? Ça, c'est plutôt une question qui relève évidemment de l'évolution de l'activité. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur une réponse. Monsieur Delors, peut-être, je Il donne la parole. y a eu une Question pour. augmentation du nombre de mouvements, enfin en tout cas au niveau de la région. Non, on a un nombre de mouvements qui est assez stable. Par contre, les mouvements sont peut-être plus loin. Là, pour le coup, il faudrait analyser les types de mouvements et savoir les distances. Plus les distances vont être importantes, plus l'émission de gaz à effet de serre sera importante. Alors ensuite, j'ai une question technique de la même façon, je ne sais pas à qui je l'adresse. La notion de forfait pour la prise en compte des émissions des APU a été mentionnée. Pouvez-vous préciser ce que recouvre la notion de forfait? C'est Atmo de France qui me pose cette question. La méthode de l'OACI, mais du coup, Monsieur Delors a peut-être plus d'informations. Euh, Oui, alors je peux. qui nous a Alors, expliqué. enfin, Monsieur Delors, peut-être, c'est plutôt à vous, oui. oui, alors, le mot forfait, hein, en fait, en gros, il donne enfin, une définition assez pour chaque cycle, en fait, départ-arrivée, en fonction de est-ce que c'est un gros porteur ou un moyen porteur voilà, ou un petit porteur. Voilà, donc il n'y a pas de. Donc c'est une estimation, ben, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire pour fait, hein, mais voilà. C'est pas ciblé en fonction de chaque utilisation réelle. D'ailleurs, ça fera partie. Là où j'ai entendu le mot partenariat qui est très intéressant. Donc, effectivement, on contribue enfin, à ces calculs de mission, donc très bien. Mais réciproquement, on sera intéressé, je l'ai dit un peu tout à l'heure, si on peut avoir des infos un peu plus précises sur les temps de fonctionnement des APU, sur les taux d'équipement des 400 Hz, pour imaginer qu'on intègre ça dans le modèle. Si on sait par exemple que la moitié des mouvements utilisent le 400 Hz, on va imaginer qu'on mette un facteur correctif pour tenir compte de ça. Ce ne sera peut-être pas une estimation très précise, mais ce sera, disons, ça donnera une tendance, un ordre de grandeur intéressant. Ça peut être un exemple où on pourrait avoir des progrès à faire pour améliorer notre connaissance de lieu de fonctionnement à partir de la source des infos sortant des aéroports, quoi. Alors, On en j'ai un reparlera, je exemple de pense. question très précise. Alors, je ne suis pas certain que vous ayez la réponse tout de suite, mais ça fait écho à ce que vous venez de dire de Serge Jauvert, donc de la CASA. La procédure de décollage de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, de départ nord en piste 4, vous voyez, c'est très précis, a été modifiée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Que représente ce gain par rapport au vol à Nice-Paris, par exemple? Je ne suis pas certain qu'on ait une réponse à cette question, mais vous voyez on est très dans le détail et c'est vrai que ben voilà, les messages passent aussi par rapport à des changements de trajectoire, hein, j'imagine, qui optimisent les rejets. Oui, c'est une question très intéressante. Alors, après, c'est pour ça que chaque modèle a son intérêt. Je pense qu'un modèle comme Badam, on en a parlé tout à l'heure, qui modélise vraiment très finement la trajectoire de l'avion, son taux de montée, la puissance affichée sur le moteur, la masse, le vent, etc. Là, il va pouvoir répondre à ce genre de questions, voir si on gagne X%, et ce sera très intéressant. Le tarmac, en fait, est plutôt pas du tout utilisé dans ce contexte-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on descend pas finement au niveau de chaque trajet d'avion. Donc, comme on prend les distances de grand cercle entre l'origine et la destination, ça, on ne le voit pas, hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, mais ce ne sera pas les mêmes outils. Ce sera un outil ciblé sur l'étude locale qu'on fait, quoi.
D'où l'intérêt d'avoir des outils complémentaires. Merci. Alors, une question cette fois-ci pour Benjamin, je pense, donc de Hervé Chamburon. Je reviens un peu dans les sujets qui avaient été abordés précédemment, qui concernent quid des autres trafics, et en particulier deux questions précises sur les avions cargo et les hélicoptères. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces deux sujets en particulier? Alors, sur les avions cargo, ils font partie des vols non commerciaux. Euh, Thierry Delors, tu me corriges si je dis une bêtise. Les Commerciaux, hélicoptères sont commerciaux. bien Enfin, non, les non, commerciaux, en général, les cargos, on les met dans les commerciaux. Oui. ils Ils sont sont dans pas les du fret. commerciaux, pardon. Et les hélicoptères sont bien pris en compte sur les émissions. On a d'ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec la Principauté de Monaco, on a développé un outil dédié pour faire une comptabilisation précise des émissions avec une méthode suisse de l'OFAC. Voilà, ça fait partie des pistes aussi de développement au niveau local. Mais comme vous l'avez vu, sur le territoire de la région, les émissions des hélicoptères sont pas très importantes. Enfin, ils sont importants sur certains polluants, mais sur les oxydes d'azote notamment, ils sont pas significatifs. Merci. Alors, j'avais une question aussi concernant l'abrasion. Est-ce que c'est un paramètre qui est pris en compte pour les émissions de particules concernant les aéronefs? C'est pris en compte effectivement, c'est un calcul qu'on rajoute, donc on utilise les facteurs de la base Ominea, et donc c'est un facteur moyen qui est utilisé pour un avion donné. Donc on l'intègre aujourd'hui dans le calcul et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des émissions de PM2,5 qui sont principalement liées à l'usure. Quand je parlais d'usure tout à l'heure, c'est lié à l'abrasion. Merci. Alors, une question pour toi, Benjamin. Tu as évoqué le fait que les émissions étaient toutes calculées sur la commune d'émissions, hein, d'activité, on va dire, de l'aéroport. Or, il y a une phase de survol qui peut être dans des altitudes qui sont inférieures à 3000 pieds. Comment prendre en compte finalement ces rejets sur les communes voisines? Et est-ce que cette ventilation est possible? Alors aujourd'hui, la ventilation, elle est faite quand on fait tourner les modèles de dispersion. Parce que là, depuis tout à l'heure, on vous parle d'émissions, donc c'est vraiment ce qui sort du pot d'échappement, ce qui sort de l'avion. Euh, Après, derrière, on utilise d'autres outils pour savoir quelle va être la qualité de l'air au niveau local. Et donc, pour ça, on utilise les modèles de dispersion et les émissions, il faut les positionner aux bons endroits. Tout ce qui va être roulage au sol, APU, sont positionnés sur le terrain de l'aéroport. Et tout ce qui est sur la phase de décollage et les phases d'approche et de descente, là, sont mis en altitude et on utilise du coup pour chaque aéroport les, j'ai le terme qui m'échappe, mais les voies en fait qui sont utilisées par les avions et on répartit les émissions sur les différentes voies, notamment l'aéroport de Nice qui a des phases d'approche qui sont très spécifiques. Donc on va répartir les émissions aux différentes altitudes jusqu'à 3000 pieds et c'est ces données-là qui vont être dispersées derrière pour avoir les concentrations au niveau local et on va rajouter toutes les autres sources d'émissions, le trafic routier, les industries, le chauffage, etc.